Mesdames et messieurs, amis sportifs, on se retrouve après les grâces et bénédictions de l'Aïd el-Fitr. Il est 21h04 à Nabiel, dans la Bougouriba, et c'est l'heure d'Intégral Foot sur la RTB, votre émission 100% football. Et dans ce numéro 4 d'Intégral Foot, nous parlons de l'élection à la Fédération burkinabé de football et le 5e candidat déclaré, M. Laurent Blaise Kaboré. Également dans ce numéro, vous aurez une belle page de l'histoire du football burkinabé. Donc la CAN 96, première qualification des étalons sur le terrain à une phase finale de CAN. Également dans ce magazine, vous aurez un portrait sur un étalon, champion d'Afrique 2011, Yaya Bamba, qui évolue aujourd'hui en D2 portugaise. Également dans ce magazine, des informations nous venant de l'international. Et je reçois sur ce plateau Monsieur Idrissa Malo Saboteur. Coach, je vous en prie. Celui-là même qui a conduit. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc on reçoit le coach. Bonsoir coach, venez. Voilà donc c'est vous qui avez conduit les étalons à la CAN 96. Bonsoir coach, merci de vous installer. Et on reçoit également sur ce plateau M. Jean-Modeste Ouedraogo. Jean-Modeste Ouedraogo qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Et la suite d'Intégral Foot numéro 4, c'est après ceci. Voilà, nous sommes installés. Jean-Modeste Ouedraogo, bonsoir. Drissa Malo Saboteur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous avez commencé le Ramadan à Bobo Dioulasso, vous avez terminé à Ouagadougou, vous êtes rentré hier, mais vous êtes sur ce plateau. En tout cas, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Alors, plus de bénédictions sur vous, Jean-Modeste Ouedraogo. Vous non plus, vous êtes journaliste sportif. Il n'y a pas de férié qui tienne lorsque on est journaliste sportif et quand ça tombe sur un lundi. Bien sûr, lorsqu'on est journaliste, tout simplement, il n'y a pas de férié qui tienne parce qu'il faut aller glaner les informations partout où elles se trouvent pour informer le public sportif ou le public tout simplement. Et depuis ce matin, vous êtes ici. Ah oui, bien sûr. Voilà, on commence ce 4e numéro d'Intégral Foot après ceci. Il est le 5e candidat après Amadou Traoré, Lazare Bonsé, Maurice Sanou et Bertrand Kaboré a affiché clairement son intention de s'installer donc dans le fauteuil de la présidence de la FBF pour la période 2020-2024. Laurent Blaise Kaboré est un acteur bien connu dans le milieu du football, mais cela n'a pas empêché Alain Didier Compaoré de nous le présenter dans ce commentaire. 5. C'est le nombre de candidatures déclarées à l'élection du prochain président de la Fédération burkinabé de football. La dernière en date est celle de Laurent Blaise Kaboré. Bien connu dans le milieu du football national, Laurent Blaise Kaboré est natif de Tangendasouri. Président de l'Union sportive de Ouagadougou, USO, premier vice-président de la Fédération burkinabé de football, l'inspecteur divisionnaire de douane veut construire un football conquérant. C'est pourquoi il compte agir sur les déterminants organisationnels et professionnels pour en faire un facteur de productivité pour l'économie nationale. Avant de décliner son programme, le 5e candidat déclaré dit vouloir mettre l'accent sur des leviers tels la réglementation du football, la promotion des structures dirigeantes, le renforcement des capacités des clubs, la promotion des arbitres nationaux à l'international, un marketing sportif hardi, un football féminin enthousiasmant, entre autres. Économiste de formation, Laurent Blaise Kaboré est inspecteur divisionnaire de douane.
Il est actuellement secrétaire permanent du comité de politique fiscale au ministère de l'économie, des finances et du développement. Cette candidature déclarée vient après celle d'Amadou Traoré, de Lazare Bansé, de Maurice Sanou et de Bertrand Kaboré. Voilà, Jean-Modeste Ouedraogo, Laurent Blaise Kaboré, qu'on présentait, hein, qu'on voyait venir, mais est-ce qu'on ne pouvait pas s'attendre à le voir un peu plus tôt que cela? Ah, bien sûr, parce que je crois que depuis 2019, lorsque les étalons ont échoué donc, à la porte de la CAN 2019, c'est Laurent Blaise Kaboré lui-même en personne qui est venu devant les journalistes pour défendre cet échec des étalons. Et il est venu en tout cas expliquer aux Burkinabés pourquoi ça n'a pas marché, qu'il fallait attendre et qu'il fallait avoir de l'espoir parce que la fédération est en train de préparer des choses pour 2021, tout ça. Donc, à un moment donné, on a senti que l'homme avait donc la carapace pour pouvoir, en tout cas, briguer ce poste-là. Mais je crois qu'il n'a pas voulu se jeter à l'eau. Il a attendu jusqu'à la dernière minute pour pouvoir donc se signaler. Mais je crois qu'il aurait pu le faire bien avant. Mais peut-être ça peut être son choix aussi. Vous avez vu la présentation d'Alain Didier Compaoré. Hein. Quelles sont les forces donc, de Laurent Blaise Kaboré? Bon, d'abord, parce qu'il est du comité exécutif. C'est lui le premier vice-président de la Fédération burkinabé de football. Je crois qu'il a été donc des rendez-vous majeurs entre 2016 et 2020. Je veux parler donc de la CAN 2017 qui a été donc une CAN où les étalons ont connu une belle prestation, on va dire, avec à la clé une troisième place. Donc il était là. Il était là également lorsque il y a eu certains projets de la fédération, notamment en pose des gazons et tout ça avec les éclairages et tout. Il était là. Il a vécu tout de l'intérieur. Ah ben bien sûr, il était là et je crois que c'est le dauphin naturel, voilà, du président Sita Sangaré, si je puis m'exprimer ainsi, puisque c'est lui le premier vice-président. Donc tout le monde voyait Laurent Blaise Kaboré, en tout cas les observateurs le voyaient comme le dauphin naturel, mais bon après on peut spéculer comme on veut. Alors coach, on vous a vu soutenir ouvertement, faire appel à Sita Sangaré pour être candidat. Aujourd'hui il n'est pas dans la course, en tout cas pas pour le moment. Lequel des 5 candidats qu'on a vus peut avoir les faveurs du coach que vous êtes, même si vous n'avez pas voix délibérative? Donc je rectifie, quand vous avez dit on m'a vu, nous sommes nombreux. Oui, c'est des anciens footballeurs, anciens internationaux et anciens footballeurs réunis et nous avons demandé à ce que Sita Sangaré se présente. Donc moi je ne fais que continuer à parler. Et sinon, c'était le groupement des anciens footballeurs internationaux et les anciens joueurs qui ont demandé. Bon, maintenant, ce qui concerne les candidats, je n'ai pas de jugement de valeur à faire sur qui que ce soit. Nous sommes un pays laïque, démocratique et républicain. Et il y a la légalité devant la loi. Tout Burkinabé doit jouir de ses droits civils, que tu sois militaire ou civil. Lorsqu'il s'agit du sport, la culture et la littérature, je ne vois pas un texte qui peut interdire un citoyen de participer au développement de son pays dans la littérature, la culture et le sport. D'accord. Alors, Jean-Modeste Ouedraogo, on a vu 5 candidats. On va peut-être donner un peu les conditions même pour être... Parce que là, ce sont des déclarations de candidature. Oui. Et après, il faut aller à la candidature effective. Oui, parce que c'est déjà les intentions. Chacun déclare que je veux être candidat, je veux briguer, en tout cas la présidence de la Fédération burkinabé de football. Mais il y a des conditions et ces conditions sont entre autres, tout candidat, ça se trouve à l'article 9, en tout cas du code électoral, tout candidat à l'élection du président du comité exécutif, sous peine d'irrecevabilité de son dossier, doit être obligatoirement parrainé par des membres avec voix délibérative de la Fédération burkinabé de football répartie comme suit. 2 ligues régionales, 3 clubs de division professionnelle. Il n'y a pas de division professionnelle au Burkina actuellement, donc cette partie est abrogée. 2 clubs de première division, 1 club de deuxième division, 1 club de troisième division. Et donc cela voudrait dire qu'il faut 6 lettres de
Parrainage. Alors, si on s'arrête déjà sur ce point-là, est-ce que quand vous regardez les candidats qui se sont déjà déclarés, est-ce que certains ne risquent pas de ne pas remplir ce préalable-là? Normalement, si on va tenir Quand on compte... sait qu'il y a 13 Oui, ligues. Si on va tenir compte des 13 ligues, on se dit qu'avec 5 candidats, chacun pourrait normalement avoir 2 ligues, en tout cas, pour être parrainé. Et ça fait 10, donc ça va rester encore 3. Donc je crois que s'il y a même des candidats qui veulent, en tout cas, venir briguer donc, la présidence de la Fédération burkinabé de football, il y a encore de la place. Voilà, j'ai envie de dire, parce que ça fait 13 ligues. Et au niveau des clubs, il y a 16 clubs de première division. On dit que chaque candidat devrait avoir le parrainage de 2 clubs de première division. Je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas de souci. Un club de deuxième division, un club de troisième division, je pense qu'à ce niveau, il n'y a vraiment pas de problème. Mais alors là où se pose le problème justement, c'est que plus de 2 clubs peuvent se pencher pour un candidat. Et là, ça pose problème. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même l'alinéa qui dit qu'en tout état de cause, aucun membre ne peut parrainer plus d'un candidat à la fois. Effectivement, ce qui fait que si on prend par exemple les 10, voilà ça, quoi, les 5 candidats, chacun devrait avoir 2 clubs de première division. Ça fait 10 clubs, Jérôme. Ça fait 10, donc ça fait quoi? Ça fait, on a 16 clubs en première division. Si on prend au niveau des ligues, il y a 13 ligues. Et chaque candidat devrait avoir 2 ligues régionales. Donc, si chaque candidat a 2 ligues, ça fait 10 ligues. Donc, il reste encore 3 ligues. Donc, je pense que jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Mathématiquement, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Alors, on poursuit avec les conditions. Avec les conditions, on continue pour dire que non, on va parler la maintenant... caution. Voilà, on va parler maintenant de la caution. Tout candidat au poste de président doit verser une caution de 2 millions de francs CFA remboursables à l'issue des élections aux candidats ayant obtenu au moins un dixième des suffrages exprimés. En aucun autre cas, cette caution ne saurait être remboursée. Le président ne doit pas avoir plus de 70 ans et moins de 30 ans révolus. Donc ça, c'est l'alinéa 2 qui le dit. Et je crois qu'à ce niveau je pense aussi, que pour la condition d'âge, tout le monde y est. Ah oui, Pas de bien souci. sûr, parce qu'il y a 56 ans pour Laurent Blaise Caboret, 63 ans pour Amado, 58 ans pour Bertrand Caboret, et puis 61 ans pour Maurice Sanou. Donc je crois que... Ils sont tous dans la fourchette. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors maintenant, pour les 2 millions. Oui, 2 millions, je crois que normalement, tous les 5 candidats devraient pouvoir avoir 2 millions. 2 millions pour pouvoir... parce que celui qui veut être président de la fédération, si vous n'êtes pas capable d'avoir 2 millions pour venir déposer comme caution, je ne sais pas ce que vous venez chercher là. Parce que je ne dis pas qu'il faut forcément avoir l'argent pour pouvoir briguer, mais je dis c'est une façon aussi peut-être de pouvoir, en tout cas, écarter de ce scrutin à tous les plaisantins. Parce que, un minimum. voilà, parce qu'il faut au moins savoir le minimum pour être là. Il ne faut pas venir se remplir les poches. C'est pas aussi un point où il faut venir se remplir les poches. Il faut venir surtout servir le football burkinabé. Alors, coach, voilà, la lutte pour la présidence est enclenchée. Alors, vous regardez les candidats. Vous, aujourd'hui, quand vous regardez le football burkinabé, de quoi il a le plus besoin? Bon, moi je pense qu'aujourd'hui, d'abord, le football burkinabé a besoin d'une unité nationale. Parce que sans unité nationale, on ne peut rien faire. S'il y a l'unité, on peut déplacer des montagnes. S'il y a la fraternité, on peut avoir des performances. Ce que j'ai dit, c'est très profond, parce que moi-même, j'ai vu beaucoup de choses dans l'évolution de nos footballs. Et ce qui fait que s'il n'y a pas d'unité, c'est l'unité surtout. Sinon, en ce qui concerne, on peut avoir des idées, les infrastructures, et le potentiel humain, la formation, tout ça. Mais si il n'y a pas d'unité, ça va être très difficile. Alors, Jean-Modeste Ouedraogo, oui. l'AG de 2019, l'Assemblée générale sur la Santan, a élu le président de la commission électorale conformément à l'article 32 du statut de la FBF. Le code électoral a été également approuvé. Le président de cette commission-là, c'est M. Zambéné Théodore Sado, que vous connaissez très bien. Il a été président de la Fédération burkinabé de football de 2008 à 2011. Alors, l'article 4
4 du code précise que la commission électorale est composée de 5 membres élus en Assemblée générale. Cela veut dire qu'ils ont été élus en Assemblée générale de 2019. Mais est-ce que vous connaissez ces 4 autres membres qui s'ajoutent donc à M. Zambini Timson Sawadogo? Non, je sais qu'il y a Zangri Anogo qui fait partie donc de cette commission. Mais outre M. Zangri Anogo également qui a été secrétaire général de la fédération. Oui, oui. Ben, je crois que ceux qui ont été élus, c'est des gens vraiment expérimentés. Ils ont l'expérience vraiment de la gestion vraiment de football. Ce sont des gens qui s'y connaissent et je crois que c'est au regard aussi de leur probité morale qu'ils ont été élus. Et je crois que c'est pour garantir des élections vraiment libres et transparentes. Et c'est de faire en sorte qu'à l'issue des élections, que le Burkina Faso arrive à élire un président de la Fédération burkinabé de football qui va pouvoir réunir tous les acteurs. Parce que, vous savez, nous sommes dans un domaine de football et là, on parle de collectif. Il ne s'agit pas d'un camp qui gagne et puis l'autre camp est donc mis oui, c'est ce que le coach disait. Voilà. Il faut fédérer tout le monde, il faut travailler à faire en sorte qu'il y ait l'union. Sinon, c'est compliqué. Et donc, je crois que la commission mise en place par l'Assemblée générale, elle va pouvoir permettre de mettre en place tous ces mécanismes-là et à l'issue donc des élections du 22 août, il faut le dire, c'est le 22 août, on va pouvoir donc avoir un nouveau président qui va travailler en symbiose avec tous les acteurs. Alors, cela dit, le bureau exécutif qui s'est réuni en session extraordinaire le mercredi 20 mai dernier a décidé justement que du 27 mai au 21 juin, il y aura le processus de renouvellement donc, des districts et des ligues. Et le samedi 22 août, l'âge élective de la Fédération de football donc à Bobo Dioulasso. Et d'ici là, il y a des formations qui sont prévues. Je pense que la première a eu lieu à Ouaga. Il s'agit de former les membres des commissions électorales régionales. Et la deuxième aura lieu le 30 mai à Bobo Dioulasso. Dans nos prochaines émissions, nous allons parler du corps électoral et des préoccupations qu'il soulève. Les intermédiaires de joueurs sont des acteurs clés du football, mais leur activité est peu connue du grand public, qui sont ces hommes de l'ombre qui abattent des tâches énormes pour la promotion des footballeurs. Des réponses dans ce dossier signé Moussa Ouedraogo et Jean-Modeste Ouedraogo. Agents des joueurs ou intermédiaires, voici un secteur d'activité peu connu ou mal connu par le public sportif burkinabé. Pourtant, ces hommes de l'ombre, faiseurs de stars, jouent un rôle important dans l'ascension des footballeurs. Conseiller l'enfant, de permettre à l'enfant de ne pas aller signer un contrat sans chercher à comprendre ce qui est à l'intérieur du contrat. Parce que très souvent, ce qu'on remarque, les enfants, quand ils vont pour la signature de contrat, la première idée, d'abord, c'est l'argent. Ils ne cherchent pas véritablement à lire le contenu du contrat. Est-ce qu'il y a des clauses du contrat qui peuvent les condamner à la fin de leur contrat, ou bien il y a des pièges qui sont dans le contrat? Non. En général, les enfants, eux, c'est la première des signatures qui les intéresse. Près de 80 agents de joueurs reconnus par la Fédération burkinabé de football officient au Burkina Faso. Beaucoup d'entre eux détiennent la licence FIFA, le précieux sésame qu'il fallait posséder à l'époque pour exercer dans ce métier. L'un des pionniers du domaine, sollicité par les footballeurs dans les années 2000, se nomme Edouard Traoré. Je suis arrivé un peu par hasard dans ce groupe-là d'agents de joueurs. C'est le regretté Koraïre, qui était secrétaire général de la fédération à l'époque, qui m'a un peu poussé à cela. Parce qu'il voyait que j'aidais beaucoup les joueurs. Et souvent, quand les joueurs devaient partir à l'extérieur, j'étais avec eux. Donc, il m'a dit, mais au fond, il y a un truc là que la FIFA organise, le concours pour être agent de joueur. Au lieu d'aider les joueurs comme ça peut te rapporter un peu d'argent aussi. Je dis, ah bon, ok. Et bon, je me suis renseigné, et puis j'ai passé le test, j'étais admis. Aujourd'hui, nul besoin d'une licence délivrée par la FIFA. En effet, depuis le 1er avril 2015, l'instance internationale a libéralisé le système, donnant ainsi le pouvoir aux fédérations nationales qui réglementent la profession. Cette situation a favorisé l'arrivée massive de parents ou d'amis autour des joueurs. Cette histoire d'agent est devenue
une histoire d'intermédiaire de joueurs. Tout le monde est dedans. Aujourd'hui, que ce soit la famille du joueur, que ce soit les parents, les proches, tout le monde est devenu agent intermédiaire de joueurs. Donc, ce qui fait que véritablement le problème est difficile. Parce que tout le monde est dedans. Ce qui pourrait expliquer le peu de professionnalisme ou le manque d'ambition de certains footballeurs professionnels. Je peux vous dire que c'est ça qui est le problème de Burkinabé à l'herbe. Parce que ceux qui les gèrent, soit c'est la familialité, soit c'est les amis, soit c'est vraiment pas la professionnalisme qui sont autour d'eux et qui leur disent la vérité réellement pour arriver au sommet. L'ancien international burkinabé Bourema Maïga, devenu agent des joueurs après sa retraite, est une figure de proue dans ce métier. Un métier exigeant qui demande certaines qualités. Au niveau du Burkina Faso, ceux qui sont affiliés, ça vaut entre 70 et 80. Mais je pense que celui qui arrive à vendre un seul joueur par an, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, il y a beaucoup que je respecte, qui fait aussi beaucoup d'efforts, comme Sirima, comme Rahim, comme Touma, comme Balboni, qui a une bonne relation un peu partout aussi. Mais ce n'est pas facile. Depuis le début de sa carrière d'intermédiaire, Bourema Maïga compte à son actif plus d'une dizaine de joueurs transférés vers l'Europe. Son plus grand succès dans le métier est sans conteste le transfert de l'international burkinabé Edmond Tapsoba vers le club allemand du Bayer Leverkusen. Transfert estimé à plus de 18 millions d'euros. À un moment donné, ça me dépasse. Et les gens qui sont venus me voir, je regardais celui qui avait plus de modestie dans son travail, c'était Deco. Puis je lui ai dit, ok, je vais travailler avec lui, voilà, pour voir jusqu'à où on peut arriver avec Edmond au niveau international. On pouvait l'amener tout de suite à Arsenal ou Chelsea. Hein. Il y avait beaucoup de demandes. Et dans les divans, mais on avait trouvé que ce n'était pas encore arrivé. Il avait besoin encore de jouer, mais on avait choisi de l'amener dans les 4 plus grands championnats quand même de l'Europe pour encore apprendre. Les grands championnats en Europe, très peu de joueurs burkinabés y sont. Comment peut-on expliquer cette situation? Notre championnat, qu'on le veut ou non, n'est pas très médiatisé. L'équipe nationale, peut-être, est médiatisée. Quand il y a les Coupes d'Afrique, les éliminatoires de la Coupe du Monde, et tout. Ce sont ces joueurs-là qui sont vus. Or, en général, ces joueurs sont déjà en Europe. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir. Peut-être qu'on est un peu trop gourmand. On a envie que nos joueurs soient mis à chose, mais il faut du travail. Le métier d'intermédiaire suscite un réel engouement auprès des jeunes. Mais pour réussir, le pharmacien de formation est formel. Il faut être honnête avec les joueurs et puis les clubs. Il faut être honnête. Normalement, il y a un canevas au niveau de la FIFA. L'agent de joueur doit avoir tant de francs pour les frais de transfert et tout ça. Donc il faut que chacun reste un peu dans ce cadre-là. La Fédération burkinabé de football a adopté un règlement concernant la fonction d'intermédiaire afin de mettre de l'ordre dans ce secteur qui regorge de nombreux vendeurs d'illusions. Ah oui, merci Jean-Modeste Ouedraogo. Est-ce que le métier d'intermédiaire du joueur nourrit son homme? Bien sûr, parce que quand vous regardez sur le plan mondial, il y a des agents de joueurs qui sont des intermédiaires, on va dire. Oui, des intermédiaires qui sont milliardaires. Quand vous prenez Jorge Mendes, qui est vraiment un grand agent, il est connu. Très connu, oui. Ouais, très connu. Vous prenez Mino Raoula, il est très connu. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se le cacher. Le métier d'intermédiaire nourrit son homme. Au plan national, Bourema Maïga l'a dit plusieurs fois. C'est vrai qu'il a été joueur, il a été international, il a joué dans des clubs en Europe. Mais c'est après sa reconversion, après avoir été donc agent, qu'il a réalisé son rêve, c'est-à-dire il a une résidence aujourd'hui qu'il a réussi à construire et à inaugurer récemment. Donc il a même dit que c'est grâce à la vente de Hassan Bandé et bien sûr de Edmond Tapsoba. Et là, ce n'était pas encore le jackpot Edmond Tapsoba. Bien sûr, voilà, ce n'était pas encore le jackpot Edmond Tapsoba. C'est-à-dire qu'il y a un calcul qui est fait pour la rémunération de l'intermédiaire. Oui, il y a un calcul qui est fait et ce calcul il est un peu complexe. De toutes les façons, on pourra revenir là-dessus, mais il est un peu complexe parce qu'il y a aussi, en tout cas, la loi a encadré vraiment la rémunération parce que vous savez que dans ce métier-là, il y a tout qui se dit, il y a d'autres qui sont aussi des escrocs et tout ça. Oh, vous l'avez bien dans votre reportage. Donc, la FIFA et bien entendu les fédérations nationales ont pris des textes pour encadrer le métier d'agent de joueur. Donc, chaque agent de joueur, chaque intermédiaire sait combien il gagne quand il place un joueur, normalement.
Donc, mais on pourra revenir là-dessus. Bien entendu. Alors, coach, vous avez une très longue carrière de joueur d'abord, ensuite d'entraîneur. Vous avez traîné votre boss, comme on dit, un peu partout en Afrique. Vous avez commencé en Europe, on le sait. Alors, dites-nous, coach, à un moment donné, vous avez eu affaire à des intermédiaires pour gérer votre carrière? Non, non, non. Je n'ai jamais eu d'intermédiaire pour gérer ma carrière. Généralement, c'est des clubs qui me contactent directement. Puisque, compte tenu du fait que j'étais un peu connu, donc j'ai des amis un peu partout. Donc souvent, d'autres même téléphonent à la fédération pour demander, on veut le contact de l'entraîneur saboteur. Et vous négociez tout personnellement? Oui, je n'ai jamais eu d'intermédiaire. Ah ouais. Deux fois, par exemple, je vous donne un exemple. Quand j'étais au Djoliba de Bamako, la SEC d'Abidjan a envoyé Bourama Ouedraogo, que vous connaissez, qui est décédé, paix à son âme, qui est venu me trouver au Djoliba, comme quoi Roger Ouyen voulait que je revienne prendre l'équipe. En ce moment, c'était mon deuxième passage à la SEC. J'étais en fin de contrat, c'était en octobre, et je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et vous arrivez à vous en sortir avec les clauses? Mais puisque moi, je suis juriste de formation. Je suis docteur en droit, spécialité criminologie. Donc, le droit, j'ai fait, dans le cadre de l'université, quand j'étais à Toulouse, j'ai fait le droit des affaires, le droit de la construction de l'urbanisme, tout ce qui peut aider quelqu'un dans la vie, sans compter les autres matières de droit. D'accord. Voilà. Alors, nous vous annoncions en titre un retour sur la première qualification sur terrain à une phase finale de Coupe d'Afrique. Nous en parlons juste après ceci. Après la première participation à une phase finale de Cannes en 1978, il fallait attendre 1996 pour voir les étalons au concert des nations de football sur la scène africaine. L'histoire retiendra que c'est Drissa Malo Traoré, saboteur, qui a qualifié le Burkina en Cannes pour la première fois des éliminatoires à la phase finale à Bloemfontein en Afrique du Sud. Revivons quelques temps forts avec Jean-Modeste Ouedraogo. 22 janvier 1995, une date à retenir dans les annales de l'histoire du football burkinabé. Ce jour-là, au stade Félix Houphouët-Boigny, plein comme un œuf, Drissa Malo Traoré, saboteur, et ses hommes ont livré un match héroïque face aux éléphants de la Côte d'Ivoire de Ben Badi et Thierry Joël. Menés 2-0 à la mi-temps, les garçons dirigés par Saboteur reviennent avec plus de détermination et arrachent le point du nul, 2 buts partout. Des buts signés Sidi Napon et Seydou Traoré. À l'issue des éliminatoires, les étalons occupent la première place du groupe 7 devant la Côte d'Ivoire et le Maroc, battu à Ouagadougou sur le score de 2-1. Une belle campagne des éliminatoires qui qualifie les étalons pour la CAN 96 en Afrique du Sud. Une deuxième participation après celle de 1978. En phase finale, les étalons logés dans le groupe B s'inclinent face à la Sierra Leone 2-1 avant de perdre complètement le nord devant la Zambie de Kalusha Bwalia 5-1. Une réalisation signée Youssouf Traoré. Cette deuxième défaite emporte le sélectionneur Drissa Malo Traoré dit saboteur, limogé juste après la défaite. La troisième sortie sans saboteur se solde par une défaite devant l'Algérie 2-1. La première vraie participation de Burkina Faso à une phase finale de Cannes tourne court. 3 matchs, 3 défaites. Pendant ce temps, l'Afrique du Sud de Nelson Mandela monte sur le toit de l'Afrique face à la Tunisie, 2-0. Alors, une première participation, une première qualification sur terrain des étalons. Alors, c'était tout un processus. On va parler d'abord des éliminatoires. Le Burkina qui était logé dans le groupe 7 en compagnie de la Côte d'Ivoire et du Maroc. Le Burkina qui est resté invaincu. Coach, vous avez eu même le culot, excusez-moi l'expression, de battre le Maroc, alors mondialiste en 94. C'était ici au stade du Katoutou, le score de 2-1. Alors, dites-nous, coach, quelle était la force de cette équipe-là? Merci. Alors, comme dans l'histoire d'un peuple,
il faut toujours dire la vérité. Parce que les jeunes générations qui nous regardent aujourd'hui ont besoin de la vérité, peut-être pour rédiger leur mémoire ou leur thèse. L'histoire de la CAN 96 a commencé en 93. Puisqu'à l'époque, si vous vous rappelez, il y avait des entraîneurs qui étaient là, tout le monde nous battait, et personne ne voulait même jouer avec le Burkina, même en match amical. Personne ne voulait être entraîneur national parce que les gens voyaient qu'il n'y avait pas de possibilité. C'est comme ça que le journal Ibrahim Traoré, qui est là, il est vivant, je pense qu'il suit, c'est lui qui est venu à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il était dans le gouvernement du président Blaise Compaoré. Lui, il m'a connu parce que c'est le journal Lamzana qui l'a élevé. Moi, j'étais un moment chef de la sécurité du journal Lamzana. Donc, je l'ai connu à cette époque-là. Donc, quand il a chargé, puisque moi, j'entraînais en Côte d'Ivoire à la SEC, c'est lui que le président Compaoré a envoyé pour venir me chercher. Ils ont su que si ce n'est pas lui, je ne l'ai pas accepté. Il est venu, l'ambassadeur l'a reçu, on voulait le mettre à l'hôtel. Il a dit non, il va dormir chez moi. Il a dormi chez moi. Et c'est lui qui m'a convaincu pour que je vienne prendre l'équipe. Et je suis venu prendre l'équipe. Et quand je suis arrivé, on avait un match amical contre le Mali. On a battu le Mali 3-1. Et une semaine après, on a dit qu'il y avait un tournoi Black Star au Gabon. Il y avait le Mali, le Ghana, le Gabon, Ghana et nous. J'ai dit Ghana, non? Oui. Ghana, Mali, Gabon et puis nous. On était 4. Alors, donc, les demi-finales, on nous a opposés au Gabon. On a éliminé le Gabon 5-3 et le Mali a battu le Ghana 1-0. Et nous avons joué samedi. Le Mali a joué contre le Ghana vendredi. Donc nous, on n'avait pas de jours de récupération. On a joué la finale contre le Mali et on était à la prolongation. 120 minutes. Il restait 4 minutes de la fin. Dans les arrêts de jeu, le juge du 4e juge de touche est venu me voir de donner la liste des tireurs de pénalty. J'ai dit non, le match n'est pas terminé. C'est là que j'ai appelé Akar, Tassamedo Isaka. Je lui ai dit, comme tu as une pointe de vitesse, tu vas jouer le tout pour le tout. Dès que tu reçois le ballon, ne fais plus la passe à quelqu'un, essaie de partir. Et c'est comme ça, dès qu'il est parti, il a accéléré, il a mis 2 joueurs dans le vent, il s'est retrouvé face au gardien, il a marqué. C'était le but de la victoire et on a gagné la coupe. Quand nous sommes rentrés, c'est là le président Compaoré m'a invité à Zignari. Et il m'a dit, lui ne savait pas que les joueurs locaux pouvaient faire quelque chose dans ce pays-là. C'est pour ça que lui ne voulait pas s'occuper du football. Je dis ça parce que nous sommes face à l'histoire. Donc il faut que j'explique. La CAN 96, ça a commencé en 93. Et c'est comme ça que le président Compaoré m'a demandé qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse mettre une équipe véritable en place. C'était à Zignari. Je lui ai dit, il y a trois volets. D'abord, il faut que les primes de match changent. Parce que les joueurs avaient 50 000. Il dit, tu proposes quoi? J'ai dit, match gagné 1 million, match nul 700 000. C'était assez osé. Voilà. Il a dit, il y a quoi encore? J'ai dit, les équipements. Parce que je vois les joueurs, ils ont des bas culottes trouées. Vraiment, ça ne fait pas honneur au pays et les joueurs ne sont pas motivés. Je lui ai dit, il faut que vous commandez des conteneurs, des équipements avec des sacs. Chaque joueur qui est convoqué, il a tout son paquetage. Là, il sait que le pays lui accorde une certaine fierté, importance. Sur place, il a téléphoné au ministre Ibrahim Traoré pour dire de prendre les mesures, de prendre un arrêté concernant les primes et autres là, c'est lui-même qui va payer. Et les infrastructures, concernant les équipements, il a dit de faire les commandes. En ce moment, la fédération était basée à Gungay, il y avait les sièges là-bas. C'est comme ça que les équipements ont été commandés. Maintenant, il m'a demandé, le 3e point, c'est quoi? J'ai dit les infrastructures. Il dit, bon, les infrastructures, c'est quoi? J'ai dit, c'est un centre où on doit héberger toutes les équipes nationales. Ce n'est pas seulement le football. Et c'est comme ça qu'il a dit, bon, qu'il a son palais qu'il est en train de construire et qu'à côté, il y a de l'espace, on va construire. Et il m'a donné rendez-vous un jeudi et je suis venu, lui et moi, on a commencé à travailler parce que j'avais le plan de Clairefontaine avec moi. On a commencé à travailler avec la main. Quand on a fini, il m'a dit de lui trouver un architecte. C'est comme ça que j'ai fait venir Isaac Abel, qui était architecte, président de l'EFO, qui a pris le dossier à main et il a fait le plan.
le plan, ce n'est pas ce plan-là que lui il avait élaboré. Et donc, ça s'étendait jusqu'à Feuillebou, là. Voilà, c'est là-bas, normalement, la fédération devait être, là où se trouve la fédération, c'était la direction technique nationale, et il devait avoir un hôtel même au chef de la fédération. Donc, il a appelé Nyampa, qui était le directeur des infrastructures de la présidence, et il lui a remis le plan qui a été terminé par Isaac Abel, et moi, ma mission était terminée. Voilà comment est né le Comet. Le Comet, c'est l'œuvre du président Blaise Compaoré, assisté par moi. Alors, les éliminatoires ont commencé. Donc, les éliminatoires ont commencé. En 1994. Voilà. Et en ce moment, on était à. Comment on appelle l'ONEA. L'ONEA a un centre de formation professionnelle. Bien sûr. Voilà, on était là-bas. Et donc, un jour, on était là, la fédération est venue. Comme quoi, le président Blaise Compaoré dit qu'il nous envoie à Lomé. Parce qu'il a touché son homologue Adema, qui va nous prendre en charge là-bas. Et on est parti à Lomé, on a fait la préparation 10 jours à Lomé. Et c'est comme ça que on s'est préparé. Et après, il y a un vol spécial qui est venu nous prendre pour aller à Abidjan. En ce moment, les joueurs étaient déjà préparés. On a fait des matchs amicaux, on a travaillé à la plage pour le renforcement musculaire. Il y avait une bonne ambiance. Et donc, bon, il y a d'autres choses que le président même a fait et que les dirigeants à l'époque n'ont pas donné aux joueurs, mais je ne vais pas rentrer dans ça. Voilà. Vous parlez de 95? Oui, Abidjan. Oui, Abidjan. D'accord. On était à Lomé, la préparation, c'était là-bas. C'est le président Compaoré qui nous a envoyés là-bas. Et pour le match du 2-2? Pour le match de 2-2. C'est lui qui a pris l'initiative pour dire à la fédération qu'il envoie l'équipe là-bas et son collègue togolais devait nous prendre en charge. Et on s'est préparé. Et donc, de là-bas, on est venu nous prendre en avion directement à Abidjan. Et les joueurs étaient déjà préparés. Et donc, alors, parlons justement de ce match de Félicia. Oui. Vous étiez mené 2-0 à la mi-temps. En seconde période, vous revenez, vous remontez les deux. Quel est le discours que vous avez tenu dans les vestiaires? Oui, c'est très simple. Puisque, si vous avez remarqué, dès la première mi-temps, à la 10e minute, l'arbitre nigérian a expulsé Kamaraté. Or, c'est Kamaraté qui prenait Théo Joël. Dans notre dispositif défensif, c'est lui qui maîtrisait Théo Joël. Tout le jeu était basé sur Théo Joël. Donc, l'arbitre nigérian, on ne sait pas ce qui s'est passé. On a vu, il a enlevé, brandi le carton rouge directement sur Kamaraté. Et donc, toute l'équipe était affolée. Kamaraté pleurait et il sortait. Et donc, j'ai réussi à un moment donné, c'est là qu'ils ont marqué coup sur coup, parce que l'équipe était paniquée, la défense était paniquée, et on a pris coup sur coup 2 buts. À 30 minutes, il y avait 2-0. Voilà, j'ai réussi à un moment donné à dire aux joueurs de conserver la balle dans nos propres moitiés. C'est comme ça qu'on a réussi à conserver pour arriver à la pause. Arrivé dans le vestiaire, les joueurs pensaient que j'allais m'énerver. Quand je suis arrivé, je souriais comme ça. J'ai dit, les enfants, vous avez fait un grand match. Ah. Malgré 2-0, ils ont fait un grand match. J'ai dit, vous avez fait un grand match. Quand je vois votre jeu, vous avez fait un grand match. Et ça, c'est psychologique, ça. J'ai dit, faites en sorte que le peuple burkinabé, à la sortie de ce match-là, que le peuple burkinabé retrouve sa liberté et sa fierté. Parce que nous avons été toujours considérés comme des esclaves en Côte d'Ivoire. De par le passé. Quand tu sais que connaît l'histoire. J'ai dit, donc, vous avez les 2 buts à remonter, et je suis certain que vous allez remonter les 2 buts. Les joueurs m'ont dit, coach, c'est fini, on sort. Et quand nous sommes sortis sur le terrain, en deuxième mi-temps, ce n'était pas la même équipe de la première mi-temps, parce qu'on a mis un dispositif tel que j'ai fait mettre Brahma et Traoré et Chéri Traoré sur le côté, et j'ai dit à Zico, qui jouait en pointe, de rentrer, de tirer de Lago Patrick qui était joué à l'axe, de la tirer, au lieu d'aller en pointe, mais de la tirer vers le rond central, pour créer un vide dans l'axe, et ça va permettre à Chédou et Brahma de pouvoir pénétrer. Et c'est comme ça qu'on a joué. J'ai fait rentrer Brahma Zongo, qui est l'entraîneur actuel de Raïm, et je lui ai dit, comme toi tu es fort dans les renversements, maintenant on va survoler le milieu de terrain. Toutes les balles que tu gagnes, tu envoies directement, soit à droite, soit à gauche, Chédou et Brahma. Et c'est comme ça qu'on a pratiqué le jeu, et on a commencé à dominer l'équipe. Et à un moment donné, j'ai constaté qu'Aka Kwame était fatigué, puisque moi je l'entraînais à la SEC,
à l'époque, mon premier passage. Et Camara Ibrahim, qui était l'entraîneur actuel de l'équipe nationale, je l'ai entraîné au stade, je le connais aussi. Et j'ai dit que tous les deux là sont fatigués. Donc envoyez-moi toutes les balles sur nos deux ailiers et on va les prendre. C'est comme ça que Chédou a commencé à partir. Dès qu'il a commencé à dribbler, j'ai vu que le gars ne pouvait pas le prendre. Il y a un coup franc qui s'est posé juste à l'oreille du rond central. Sidi Napon, il avait préparé ça avec Zico à Lomé, ces coups francs là. C'est-à-dire Zico vient, il prend le ballon, comme s'il voulait poser le ballon, et puis un autre joueur vient, il pousse le ballon qui sort entre ses jambes. Et c'est comme ça que les joueurs ne savaient pas qu'on était prêts pour frapper, comme c'était loin. Alors, justement, ce but, vous l'avez dit, il a été marqué par Sidi Napon. Sidi Napon que nous avons au téléphone depuis la France. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté de participer à cette émission intégrale foot. Alors, vous avez été le premier buteur de cette expédition ivoirienne. Alors, l'inspiration, c'était quoi? Coach dit que vous avez préparé ça à Lomé. Bon, l'inspiration, bon, moi, vous savez, comme tout avec toutes les personnes avec qui j'ai joué en sélection, même l'entraîneur qui est avec vous, il savait que mon coup de pied, même à l'entraînement, c'est les gardiens de but comme Baba Diarra ou Baya, comme on l'appelle, ils connaissaient mes coups de pied quand je frappais. Donc, c'était mon point fort au niveau du football, le coup de pied arrêté. Donc, à chaque fois qu'il y avait un coup de pied arrêté avec l'équipe nationale, on savait qu'on devait me le laisser pour que je frappe. Donc, on a bien préparé le match effectivement à Lomé. À Lomé, on a effectué des matchs amicaux. Et puis même pendant ces matchs encore, les matchs amicaux, j'ai marqué. Et le voyage a été... a pu bien se passer pour arriver à Abidjan. Donc, revenons sur le match en tant que tel. C'est vrai que quand on a eu le coup franc, c'est Kassoum qui m'a passé le ballon. Et donc, en ce moment, l'Océanie, je l'avais vu avancer au fait. Donc, comme le coup franc, il était très loin, c'était à peu près 38-40 mètres, je pense, en rond central. Hein. Et donc, comme c'était le gardien phare de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, il a pris la confiance, il s'est avancé. Et donc, il a été surpris de mon tir. Le temps qu'il se rend compte, c'était trop tard. La puissance et la vitesse, donc, du coup. Parlons de préparation du match. Il nous est revenu que ce match-là a été aussi préparé dans des conditions toutes particulières. Il semble qu'à l'hôtel, vous dormiez dans des conditions particulières. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, Sidi Napon? Oui, à Lomé, vraiment, on a préparé le match là-bas. C'était très, très dur. Moi-même, ce jour-là, je rigole, mais je pense toujours... on s'est entraîné tellement à prendre notre temps à courir sur le sable là-bas. Mais moi-même, à un moment là, j'ai chômé l'entraînement hein, parce que j'étais fatigué. Alors, Sidi Napon, pour dire vrai, un de vos coéquipiers de l'époque nous a dit qu'à l'hôtel, vous avez dormi à l'envers, c'est-à-dire les pieds à la place de la tête et à la... Est-ce que c'est vrai? Non, moi je crois. Moi, quand je joue au foot, les superstitions, moi je ne suis pas dedans. Parce que moi, je dis que tant que tu es en forme sur le terrain, tous les autres à côté... mais ce que je peux ajouter, c'est que vraiment le match a été préparé et on était très fatigués. Et je me rappelle que le coach, quand je ne me suis pas sorti à l'entraînement, bon, l'histoire c'est que je ne suis pas sorti à l'entraînement, j'étais fatigué. Je commençais à sentir la fatigue, j'ai refusé de sortir. Et le soir, j'étais dans la baignoire, j'ai mis de la glace et puis pour récupérer un peu, le coach il a envoyé le docteur pour venir m'estionner au fait, voir ce que j'avais. J'ai dit non, je n'ai rien, mais je voulais récupérer. Le lendemain, Cédou et moi, Cédou n'était pas sorti au match qui venait, il m'a mis remplaçant avec Cédou. Parce qu'il voulait voir comment on était. Et après, on était mené contre une équipe, je ne me rappelle plus de l'équipe. Après, il a vu c'était chaud, il a mis Cédou et moi. En moins de 2-3 minutes, j'avais déjà égalisé.
Et c'est là qu'il a pris la confiance. Je pense que c'est ce match-là qui a fait que j'ai pu jouer à Abidjan. Hein. Sinon, Alors, il était prêt à me mettre sur le banc. D'accord. Vous restez avec nous, Sidi Napon. Après ce match nul héroïque, les journaux ivoiriens n'ont pas été avares en titre comme saboteur à saboter la Côte d'Ivoire. Alors, on va parler de la phase finale. Vous avez arraché votre qualification devant la Côte d'Ivoire et le Maroc. Vous êtes dans un groupe de 3 parce qu'il y a des pays qui ont désisté. Alors, dès que vous avez la qualification, comment vous avez préparé la phase finale? Mais avant de parler de ça, je pense que quand nous avons joué à Abidjan, on a battu le Maroc ici, 2 buts à 1, alors que le Maroc venait du mondial. Et ensuite, on a terminé 1-1 avec la Côte d'Ivoire. Et donc, la Côte d'Ivoire et nous, on était qualifiés. Le Maroc a été éliminé. Maintenant, dès qu'on s'est qualifié pour la CAN, comme je vous dis, il faut parler la vérité. Au moment où on préparait l'équipe, il y avait le ministre, le général Ibrahim Traoré, qui était ministre des Sports, qui était toujours proche de l'équipe. Non seulement les dirigeants avec la fédération, avec les joueurs, avec les encadreurs, il était toujours proche de l'équipe. Il était à l'écoute. Et on a souffert ensemble, avec tous les joueurs, des sacrifices, y compris le ministre. Dès qu'on s'est qualifié, les manœuvres politiques ont démarré. Et c'est comme ça qu'on a débarqué Ibrahim Traoré et on a fait venir Tendre Bogo Joseph à la place d'Ibrahim Traoré. Rien comme ça. Donc déjà, même moi, personnellement, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le pays. Parce qu'on ne peut pas, avec un ministre qui a travaillé pour qualifier le pays, qui a tout fait avec les nous, et on le débarque parce qu'on s'est qualifié, il faut mettre d'autres personnes maintenant pour aller lorsque maintenant il y a des retombées financières. Vous êtes un technicien, vous ne devez pas vous... Je dois me mêler parce que je suis un Burkinabé et je ne veux pas de l'injustice. Voilà. Et c'est comme ça, dès lors que ça s'est passé comme ça, j'ai demandé qu'on parte faire notre stage à Ouganda. Et on m'a dit non, comment on appelle le pays là? Bloemfontein? Non, c'est pas Bloemfontein, c'est Gaborone. Ils ont dit à Botswana. Ils ont dit au Botswana, toutes les dispositions ont été prises pour qu'on parte là-bas. Et la fédération a envoyé Bertrand Kaboré. Le même Bertrand Kaboré que vous avez cité comme candidat. C'est lui qui est parti là-bas et il a téléphoné à la fédération comme quoi toutes les dispositions sont prises pour qu'on puisse s'entraîner et les hôtels dans les meilleures conditions. Et quand on devait partir, le président Blaise Compaoré a donné son avion spécial et nous a fait accompagner par le ministre des Affaires étrangères, le docteur Issouf. Non, Ablasse Ouedraogo. Okay. Voilà, qui était ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui nous a accompagnés jusqu'à Gaborone. Quand nous sommes arrivés, à ma grande surprise, il n'y avait pas de terrain d'entraînement. Parce qu'il faut retracer l'histoire. Il n'y avait pas de terrain d'entraînement parce que le seul stade qui était là-bas était en réfection. Ils ont levé les gazons pour refaire. Donc il n'y avait pas de terrain d'entraînement, contrairement à ce que l'envoyé de la fédération a dit que toutes les dispositions étaient prises. Des joueurs qui sont vivants, il y a le Diarra Ibrahim qui est là, il est vivant, l'entraîneur de Kiabogo, voilà, il est témoin. Et donc, c'est dans cette situation-là que j'ai rencontré un Ghanéen que je connais en Côte d'Ivoire, qui est un entraîneur là-bas. Je lui ai demandé est-ce qu'on ne peut pas avoir un terrain, qui n'a pas dit non, il n'y a pas de terrain, sauf à la prison civile. On est parti, le terrain était caillouté, on ne peut pas s'entraîner. Donc j'ai fait, de temps en temps, les joueurs jonglaient le ballon, ils faisaient des petits footings. Donc on a fait 2 semaines sans entraînement. Et donc la tension était déjà montée. Les gens ont menti, comme quoi il y avait toutes les dispositions qui étaient prises. Donc c'est de là-bas, j'ai appelé le Premier ministre, le président actuel, Roch-Marc Christian Kaboré. Je lui ai dit, contrairement à ce que les gens ont dit, il n'y avait rien là-bas, aucune disposition n'a été prise. Je l'ai informé de la situation. C'est comme ça que nous sommes restés là-bas 2 semaines sans préparation. Donc les joueurs étaient en méforme. Et c'est comme ça que nous sommes partis
à la phase finale. Alors, ceci explique cela. Vous étiez dans le groupe B en compagnie de l'Algérie, de la Sierra Leone et de la Zambie. Et le calendrier semblait pourtant plus favorable pour vous parce que vous croisiez le petit poussé du groupe, la Sierra Leone, et vous avez été défait 2-1. Mais je vous dis, toutes les équipes qui étaient à la phase finale, il y avait un nivellement de valeur. Dans les éliminatoires, vous avez vu comment le Burkina a joué. Mais on arrivait là-bas 2 semaines sans entraînement. Ces gens-là, on devait les emprisonner lorsque nous sommes revenus au pays. Ce sont des gens qu'on devait les emprisonner parce que c'était une haute trahison. Mais on nous a laissés pendant 2 semaines sans entraînement. Si quelqu'un dit que c'est faux, organisez un départ. Et on va appeler les témoins qui vont venir. On n'a pas fait d'entraînement 2 semaines. On est parti avec une équipe qui était en méforme. Donc quand nous sommes arrivés, c'était normal qu'on n'ait pas une équipe compétitive. Et le premier match, quand nous avons joué, on a fait 2-1. 2-1, oui. Le deuxième match, dès qu'on a commencé le match, on a expulsé Kamaraté. Encore là-bas. Donc on a joué à 10. Et donc ce qui fait que là aussi, on avait des problèmes. Mais... Et juste après ce match, on vous a débarqué, coach. Après ce match-là, avant ce match d'abord, il y a eu des tractations au niveau des hôtels et autres. Il y avait des réunions nocturnes, puisque les gens déjà arrivaient là-bas, et il semblerait qu'il y avait des réunions que les gens faisaient, les dirigeants faisaient dans les hôtels, et contactaient certains joueurs pour qu'ils sabotent l'équipe là-bas, afin que je ne sois pas à la CAN 98, parce que ici là, je gêne les gens. Et donc, c'est comme ça que j'ai essayé de prendre... Qui était derrière ces manœuvres? Mais il y avait les dirigeants, et même il y a eu des réunions qui ont eu lieu où le ministre Tchenderbogo était là-bas. Le ministre, il est là, il est vivant. Il y a des gens qui étaient témoins à Bobo, qui sont vivants, qui sont à Bobo, qui ont refusé la manœuvre. Et c'est comme ça qu'ils ont contacté certains joueurs. D'autres joueurs sont venus pour me dire, notamment, je ne veux pas citer des noms, des joueurs sont venus me dire. J'ai essayé de prendre contact avec le vice-président Savadogo. Il a dit d'accord que lui il va prendre contact avec la fédération pour qu'on puisse mettre ça au clair. Personne n'a agréé, en tout cas, me rencontrer. Et donc, c'est dans cette ambiance-là que les gens, ils ont gangréné le milieu, ils ont fait de sorte que l'équipe ne puisse pas tourner. Non seulement depuis Gaborone, j'ai compris en ce moment-là. D'accord. Alors, le temps... Voilà, laissez-moi parler parce que c'est une partie importante de la CAN 96. Vous voyez le résultat qu'on a débarqué, mais vous ne cherchez pas à savoir pourquoi il y a eu de mauvais résultats. Moi, je vous explique ça pour que le peuple burkinabé sache. Quand je cite des noms, celui qui n'est pas d'accord, vous convoquez un débat ici, moi je serai là. Et il y a des choses que je vais dire, que je ne vais pas dire ça aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça que les gens, ils ont fait des manigas. Si vous vous rappelez, en 2013, lors de la finale, lorsque nous sommes partis en Afrique du Sud, vous vous rappelez, la première réunion qui a eu lieu en 2013, la première réunion qui a eu lieu, il y avait la presse là-bas, il a pris la parole publiquement pour dire que, comme on est revenu en Afrique du Sud, et il demande pardon à Saboteur pour tout ce qu'ils ont fait contre moi, pour tout ce qu'ils ont manigasé contre moi en Afrique du Sud. On se souvient. C'est en 2013. Oui. C'est nous-mêmes qui avons demandé pardon au nom du peuple. Alors, donc, ces choses-là se sont passées. On n'a pas interpellé des gens qui sont contre la patrie. Alors que nous, on s'est sacrifié, on s'est saigné. Et donc, c'est comme ça que... mais en parenthèse, il y a eu le ministre Tchenderbogo qui m'a appelé un jour pour me dire qu'il a reçu une communication de haut lieu. Ce jour-là, il y avait 2 membres de la fédération qui étaient à côté. Il faut que je classe 2 joueurs. Parmi les 2 joueurs, il y a un qui était à l'infirmerie. C'est là je lui ai dit, mais il y a un joueur qui est à l'infirmerie. Vous me dites de le classer. J'ai dit, mais le haut lieu là, c'est qui? Il dit, lui ne me dit pas. J'ai dit, mais moi je ne marche pas comme ça. Et donc, la nuit, on m'a convoqué et on m'a remis un papier écrit de la main, comme quoi je suis limogé, et que de remettre tous mes effets et les documents, les effets, c'est-à-dire que tous les équipes... Limogé avec effet immédiat, vous quittez l'Afrique du Sud même. Voilà, ils ont dit que tout ce qu'on m'a donné là comme paquetage, c'est-à-dire les survêtements, ils ont dit les effets et les matériels, de tout remettre au vice-président.
est-ce que je suis un apatride? Comment on peut aller à l'étranger pour des gens qui sont sacrifiés dans leur pays, pour qualifier le pays après 26 ans d'indépendance? Parce que la qualification de 78 n'était pas une qualification. On nous a repêchés tout simplement parce que la Côte d'Ivoire avait été écartée. Donc la qualification sur le terrain, c'est des jeunes gens qui sont battus, des dirigeants qui sont battus, de la fédération, comme le ministre Ibrahim Traoré, avec les joueurs qui étaient décidés à se battre. Je remercie également le président Comparé pour tout ce qu'il a fait à l'époque pour nous. On s'est qualifié de haute lutte. Est-ce qu'on a eu une médaille? On ne nous a jamais donné une médaille. On ne nous a jamais donné une parcelle. Malgré tout on vous a tout retiré et on vous a sommé de quitter l'Afrique du Sud immédiatement. Voilà, et donc, même le propriétaire, le directeur de l'hôtel, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris, il est venu me dire que la chambre où j'habite là. D'accord. Voilà. Coach, je vais poser juste une petite question, coach. Coach, c'est vrai que les joueurs ont dormi à l'envers à Abidjan. C'est vrai que les joueurs aussi sont rentrés sur le terrain par ordre de teint. De teint, du plus nord au plus clair. Est-ce que c'est vrai? Bon. C'est juste pour divertir, c'est pas... Non, de toute façon, moi... C'est pas pour trahir un secret, non, c'est juste... moi, je ne suis pas dans ces considérations-là. D'accord. Voilà, donc, le coach dit que ce n'est pas vrai. Bon, cette émission... Ce n'est pas vrai. Ah, d'accord. Je dis que moi, je ne rentre pas dans ces considérations. Ok, donc certains l'ont organisé. C'est bien noté. On va juste revivre la finale de cette CAN-là, Afrique du Sud, Tunisie. Chokri Loaher, le gardien tunisien, capitaine également. Il essaye de placer sa défense pour un coup franc botté par Dr Koumalo. Oh là là, c'est but! El Loaher vient de sortir, c'est de la but, et oui! Je l'avais annoncé un peu tôt, et oui! Je crois que c'est Tinkler, je ne suis pas sûr. Tinkler ou Marc Fisch, sans doute, je ne sais pas. Ça court là-bas, on va vous dire tout de suite. Je crois que c'est Tinkler. C'est lui. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Tinkler, il est pour quelque chose. Et voilà le stade FNB Stadium ici. On revoit l'action ralentie. Docteur Malo va y avoir prolongé de la tête par Marc Fisch. Ouais, fait une parade extraordinaire. Marc Fisch d'abord. Tinkler on revoit le top. Et c'est peut-être Marc Williams ou Barlett. On va le revoir sous un autre angle, Philippe. Et si ce serait notre ami Mocho, ça ferait 5 buts, il dit, hein? Le 2 de Motung. Oh, attention, ça choque. C'est le chaos. C'est le chaos, oui, 2-0. Deuxième but. C'est fini, je crois, il dit. Je voudrais pas être... Alors attendez, attendez, Philippe, on va déjà voir qui a marqué le but. Clive Barker qui est déjà... triomphe. On va essayer de revoir ce but. Voilà, tout s'est joué en 3 minutes. Je crois que c'est Marc Williams. Eh oui, c'est Marc Williams. On revoit l'action, le docteur Koumalo gagne son duel au pressing. Et on voit Marc Williams qui ne fait aucun contrôle et reprend du pied gauche. Tir croisé, petit filet, 2-0. Il dit, je crois que, même s'il reste un quart d'heure, alors là, à 2-0, la messe est presque dite. Oui, le système défensif tunisien, c'est que Marc Williams a changé le cours des choses quand il est rentré. Oui, mais Marc Williams, j'ai dit, je me demande si lui n'arrive pas à un total aussi de 5 buts. Si c'est lui qui a marqué ça, c'est à vérifier aussi. Ah, c'est à vérifier parce que si tel est le cas, et il est effectivement meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et voici le grand moment, Neil Tové qui brandit la Coupe d'Afrique des Nations. Grand moment de bonheur et d'émotion, un moment historique en tout cas. Voilà la Coupe d'Afrique des Nations brandie par Tové, c'est extraordinaire. Alors on va vous dire, chers amis téléspectateurs, ici, on a pris beaucoup de plaisir à vous restituer ces grands moments ici en Afrique du Sud pendant plus de 3 semaines. Je m'en vais récompenser tous ceux qui nous ont aidés. Et d'abord un grand merci, Philippe, à notre chef d'équipe Nicole Cazil, qui pendant 3 semaines a été ici au Fort et au Moulin. Il y a une mention spéciale également à Martin Leblanc, à la technique, qui pendant 3 semaines a été un inconditionnel partenaire. Un grand merci également pour Lionel Rousseau. Merci Philippe Rodin pour vos éclairages. Merci ici
C'était Eddie Hamel avec toute l'équipe. Merci pour votre fidélité et à très bientôt encore sur Canal France International pour de grands... Voilà, on ne pourra pas aller plus loin que ça. Le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Merci à vous, Sidi Napon, d'être resté éveillé pour nous tenir compagnie dans cette émission. Merci à vous, Monsieur Drissa Malo Traoré, saboteur. Merci à vous, Jean-Modeste Ouedraogo. Et merci à vous de nous avoir suivis. Bonne semaine à toutes et à tous. Bonsoir.